Ce qui m'intéresse pour votre santé, la recherche médicale. Alors bien sûr, tout le monde connaît, et d'ailleurs nous partageons avec vous bon nombre d'innovations venant de cette recherche. Mais comment tout cela fonctionne ? La recherche française est-elle bien placée? Eh bien, à l'occasion des 50 ans d'INSERM, nous vous proposons de rentrer dans les coulisses de la recherche avec Arnaud Benedetti, vous êtes directeur de la communication de l'INSERM. Qu'est-ce qu'on met derrière la notion de recherche médicale? Ça correspond à quoi, la recherche médicale? Ça correspond à plusieurs acteurs. D'abord, les grands organismes de recherche, comme l'INSERM, vous venez de le citer, le CNRS, le CEA, l'INRA, l'INRIA, les hôpitaux, bien évidemment, les centres hospitalo-universitaires, les universités. C'est l'ensemble de la recherche académique. Et puis à côté, c'est aussi la recherche industrielle, les unités de R&D des grands groupes pharmaceutiques également, qui jouent un rôle extrêmement important dans la recherche. Et puis c'est aussi des disciplines très différentes. C'est qu'on a tendance à penser que la recherche biomédicale, ce sont des biologistes, mais ce sont aussi des physiciens, ce sont aussi des mathématiciens, des informaticiens. Il faut savoir que l'INRIA, par exemple, 20% du budget de l'INRIA est consacré à la bioinformatique. Donc des profils de disciplines scientifiques extrêmement variées et des diversifiées. Profils que l'on retrouve également dans l'INSERM. C'est quoi l'INSERM? Alors l'INSERM aujourd'hui, c'est un établissement qui a 50 ans, comme vous venez de le rappeler, qui a 15 000 salariés, 310 unités de recherche sur l'ensemble du territoire, des unités qui sont pour la plupart d'entre elles implantées dans les hôpitaux, dans les centres hospitalo-universitaires, et puis c'est également l'INSERM, 42 centres d'investigation clinique, et des profils, comme je vous l'ai dit, extrêmement différents. Alors, il y a un point qui revient toujours dans la recherche, c'est de dire le financement. Est-ce qu'en fin de compte, on a assez d'argent pour la recherche ou est-ce qu'on met trop d'argent dans la recherche? Et alors, vous venez de demander à l'Institut Ipsos, INSERM a demandé à l'Institut Ipsos de faire en effet une enquête sur la perception en Europe justement de cette recherche biomédicale. Et on retrouve un argument qui est quand même dans tous les pays à peu près équivalent. 88% des gens disent qu'il faudrait plus d'investissement du privé dans la recherche publique. Alors la réalité, c'est qu'il n'y a pas de recherche publique, où que ce soit dans le monde, sans un financement public extrêmement fort. Un chiffre, aux États-Unis, le budget public de la recherche dans les sciences de la vie et de la santé, c'est 31 milliards de dollars. Donc ça donne un ordre d'idée. Celui de l'INSERM, en France, c'est 950 millions d'euros. Mais c'est vrai que depuis maintenant une dizaine d'années, ce qu'on constate, c'est que nous avons une croissance des ressources propres. Le budget de l'INSERM, c'est à peu près... bon an, mal an, 650 millions d'euros, auxquels il faut rajouter près de 300 millions d'euros de ressources propres. Et ces ressources propres, c'est des ressources qui peuvent venir de l'Union européenne, qui peuvent venir de l'Agence nationale pour la recherche, mais qui peuvent venir aussi des fondations caritatives et également des industriels. Donc la tendance qui se dessine maintenant depuis une dizaine d'années, c'est un accroissement des ressources propres des institutions publiques de recherche. Alors, autre versant dans cette enquête qui est un petit peu surprenant, c'est une grande confiance dans les chercheurs et dans la recherche. Et à côté de ça, eh bien, un manque d'information du grand public. Comment vous nous expliquez ces hiatus? L'enquête est intéressante parce qu'elle livre plusieurs enseignements. Le premier enseignement, en effet, c'est que d'abord les Européens, puisque c'est une enquête européenne, considèrent que en matière de recherche, la priorité doit être portée sur la recherche biomédicale, bien loin devant la recherche informatique, bien loin devant la recherche de l'environnement. Le deuxième enseignement, c'est que les Européens considèrent que la recherche biomédicale est porteuse d'espoir. 82% des Européens qui sont interrogés dans ce sondage disent qu'ils considèrent que la recherche biomédicale permettra à leurs enfants de vivre beaucoup mieux dans le futur qu'aujourd'hui. Et le troisième enseignement, c'est la grande confiance, en effet, dont les chercheurs sont crédités, mais avec une espèce de hiatus qui est très intéressant et qui nous interpelle, nous, en tant que directeurs de la communication dans les organismes de recherche, c'est que, globalement, les gens considèrent qu'ils sont plutôt mal informés, ou en tout cas pas assez informés, et ne maîtrisent pas les éléments de langage qui leur permettraient de s'approprier les débats publics dans le domaine de la recherche biomédicale. Et l'enquête montre quelque chose de très intéressant, c'est que sur une vingtaine de termes que l'on a testés auprès des sondés, il n'y a qu'un terme qui est à peu près bien compris par les sondés, c'est le terme d'expérimentation animale, mais des termes comme celui de perturbateur endocrinien, comme celui de vecteur viral ou d'épigénétique sont des termes qui sont très mal maîtrisés, en effet, par nos concitoyens.
Alors je rebondis en fait sur cette étude parce que il y avait un autre chapitre qui était consacré aux innovations. Et dans les innovations, les premières qui sont mises en fait depuis 50 ans en première ligne, la greffe d'organes, l'imagerie médicale et les thérapies géniques. Et je rebondis là-dessus puisqu'en fait, en 6e position apparaît la trithérapie, et c'est bien sûr la liaison que je voudrais faire avec le SIDAction qui va avoir lieu ce week-end. Les trithérapies, vous savez, ont révolutionné complètement le traitement du sida et en ont fait d'ailleurs une maladie relativement banale. Eh bien, aujourd'hui, incontestablement, les homosexuels ont cette maladie, mais également les hétérosexuels. Et il faut savoir que 6372 personnes ont été contaminées en 2012. Et donc ce profil se modifie avec des arguments plus masculins, plus âgés. Les diagnostics sont faits parfois au-delà de 50 ans et avec un recul au niveau africain. Toujours cela pour dire que ce week-end, c'est le SIDAction et que pour aider la recherche, on vous rappelle, c'est le 110 ou sidaction.org. Arnaud Benedetti, merci beaucoup. Bon anniversaire pour ces 50 ans. Et si vous souhaitez retrouver cet entretien, nous vous donnons rendez-vous sur bfmbusiness.com. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.